le gouvernement canadien veut qu'on électrifie les transports. Mais parfois, ils imposent aussi là, des barrières, puis mettent des bâtons dans les roues des entreprises canadiennes qui essaient de le faire. Puis on parle d'un cas particulier aujourd'hui dans un petit vlog spécial de Plus de Millage. Allons-y. L'entreprise de laquelle je parle, c'est Edison Motors. Donc, c'est une entreprise canadienne. Ils sont basés en Colombie-Britannique et eux, ils fabriquent puis mettent en marché des camions hybrides branchables. Donc, leur théorie, là, parce que l'un des fondateurs il vient de l'industrie du transport de bois, c'est qu'on peut fabriquer là, des camions hybrides branchables qui vont répondre aux besoins de l'industrie pendant un certain temps, jusqu'à temps, évidemment, que des véhicules 100% électriques soient disponibles. On pourrait parler là, du Tesla Semi. Personnellement, c'est un véhicule là, que je pense qui fait énormément de sens pour du transport routier, mais pour d'autres types de transport, par exemple celui du bois, qui est un peu hors réseau, là, si on peut dire, qui requiert des charges aussi beaucoup plus élevées, ce genre de choses-là. Il y a d'autres besoins. Donc, eux, ils fabriquent là, des camions, ils ont un prototype, ils détaillent tout leur processus sur YouTube. Donc, vous pouvez suivre la chaîne Edison Motors. Ils invitent aussi les gens à investir. Moi, je n'ai pas investi dans Edison Motors. Mais bref, ils fabriquent là, ces camions-là, puis eux, ils veulent comme y aller tranquillement, puis essayer vraiment d'avoir un produit qui est accompli avant de commencer à produire des grands volumes de camions. Donc là, je pense qu'où ils en sont dans leur processus, c'est qu'ils ont eu des commandes pour les 10 prochains camions qu'ils doivent fabriquer. Il y en a qui sont pour le transport de bois, il y en a qui sont des véhicules outils pour travailler là, dans des champs pétroliers canadiens, ce genre de choses-là. Puis leur architecture, c'est qu'ils utilisent un moteur là, qui est en fait une génératrice qui va alimenter des batteries, puis qui vont alimenter les roues. Puis dans le contexte, par exemple, du transport du bois, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, on a des véhicules qui montent dans les montagnes à vide, donc avec relativement peu de charge. Des fois, ces camions-là, ils transportent comme leur remorque sur les essieux arrière. C'est un peu spécial, fait qu'ils peuvent comme vraiment rouler en transportant la remorque, mais sans avoir la remorque au sol. Donc, très légers, ils peuvent monter en montant avec des batteries, puis ils vont redescendre vers les séries chargées de bois. Et donc, si on redescend, bien là, on peut avoir beaucoup là, de freinage régénératif, recharger les batteries, minimiser l'utilisation du moteur diesel. Et lorsque le moteur démarre, il va pouvoir opérer dans sa plage optimale d'opération parce que la consommation de diesel est minimale, les émissions aussi sont minimales. Puis là, je parlais de bâton dans les roues. Donc, ce qui arrive, c'est que comme c'est un système là, hybride série, si l'on peut dire, donc le moteur recharge les batteries qui ensuite alimentent les roues. Il n'y a pas d'alimentation directement du moteur vers les roues. Le moteur qu'ils ont choisi, c'est un moteur qui est certifié Tier 4 Final. Donc, je pense que ce sont les normes les plus récentes d'émission pour les moteurs diesel, mais pour des génératrices. Donc, la norme pour les génératrices puis la norme pour les camions n'est pas la même. C'est exactement le même moteur, mais probablement que le test qui est fait là, pour leurs opérations est différent, puisque dans un cas, celui d'une génératrice, en fait, on mesure la charge au moteur, puis on applique là, la quantité de diesel qui est requise pour produire la puissance qui est requise pour alimenter, là, peu importe ce qu'on alimente, alors qu'un moteur dans un camion, bien là, on appuie sur l'accélérateur, on demande plus d'essence, mais on veut maintenir la vitesse, on demande plus d'essence. Ça fonctionne comme ça. Donc, ce sont les mêmes normes, ou essentiellement, mais appliquées différemment, les mêmes moteurs, mais le gouvernement canadien leur a dit que ils ne peuvent pas utiliser ce moteur-là dans un véhicule routier parce qu'il est certifié pour être une génératrice, mais il n'est pas certifié pour être dans un camion. Ils pourraient s'arrêter sur le bord de la route, utiliser le même moteur pour recharger leur batterie puis continuer, ça serait correct. Mais ils pourraient avoir, par exemple, une remorque là, sur le bord de la route, justement, qui recharge le camion, ça serait correct. Mais comme c'est dans le véhicule, c'est pas considéré comme un équipement auxiliaire puisqu'elle alimente les batteries, qu'elle alimente les roues. C'est toutes des questions d'interprétation, donc même s'ils sont subventionnés par le gouvernement canadien pour fabriquer un camion électrique, ils ne peuvent pas construire ces camions-là parce qu'ils ne répondent pas aux normes qui, essentiellement, leur permettent pas là, de fabriquer ce type de véhicule. Évidemment, c'est un cas particulier. Ils vont tenter, bien sûr, d'obtenir des exemptions. Puis je ne sais pas comment ça va finir. Mais ça me permet d'un peu tomber sur le sujet des PHEV parce qu'on en a déjà parlé. Puis je pense qu'il y a un problème là, de compréhension comme technologique là, de la part des autorités sur ces véhicules-là. Puis en plus, au Canada puis au Québec, c'est différent. Donc pour les véhicules
hybride branchable, pourquoi c'est permis, mon Outlander PHEV par exemple, il fonctionne sur le même principe, bien, probablement que le véhicule en entier était certifié. Donc, c'est pas comme un constructeur de camion qui achète un moteur d'un manufacturier puis l'installe dans son véhicule. Et là, toute la certification est faite sur le véhicule avec sa motorisation, ce que Edison Motors pourrait faire, mais évidemment, si vous êtes une start-up qui espère fabriquer 10 camions sur 2 ans, vous n'avez pas nécessairement le budget pour passer des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en homologation, en plus de prendre des mois et tout, alors que vous n'avez aucun contrôle sur la configuration, la programmation du moteur. Donc, pour les PHEV, au Canada, à partir de 2035, c'est toujours permis, mais au Québec, on va les interdire. Puis j'avais parlé à un des députés là, de notre gouvernement au Québec, puis je l'avais comme soulevé, bien, nous, au Québec, on ne permettra pas ça, mais alors qu'au fédéral, ils vont le permettre. Puis pour les véhicules d'une certaine dimension, par exemple les camionnettes HD, ça fait plus ou moins de sens là, parce qu'avec le poids maximal des véhicules qu'on connaît aujourd'hui, ça serait difficile de fabriquer une camionnette HD qui ne serait pas automatiquement un véhicule lourd qui requiert là, des plaques différentes, des inspections, toutes ces choses-là. Mais faire un PHEV, ça se pourrait. Puis il m'avait comme... Sa réponse, là, c'était un peu, grosso modo, on sait qu'on en demande beaucoup, on veut comme forcer l'industrie à changer, puis au pire, si l'industrie n'est pas rendue là, on s'ajustera. Dans le fond, on ajustera les lois. Puis là, ça me permet de revenir sur une histoire un peu similaire, là. Je pense que quand on adopte cette stratégie-là, le problème, surtout au Québec, c'est qu'on est trop un petit marché pour vraiment forcer un changement au marché. Au Québec, en 2009, il y avait un peu là, un débat autour des droits de passage des sentiers de motoneige sur des terres privées. Ça dérangeait les gens, il y avait beaucoup de débats. Le gouvernement a fait comme une sorte de moratoire là, qui essentiellement perpétuait là, ces droits de passage-là pour une certaine période. Et l'un des, on va dire, tickets d'échange qui venait avec ça, c'était qu'à partir de 2020, les motoneiges devraient être 4 temps, donc typiquement moins d'émissions, mais aussi moins de bruit que les motoneiges 2 temps, ou 2 temps injection directe, et là, ça c'était à peu près au même moment où BRP lançait des motoneiges 2 temps injection directe. Après moi, il y a peut-être eu... J'ai aucune information au sujet-là, mais je soupçonnerais qu'il y a eu du lobbying, disons, parce que on spécifie des technologies, alors que personnellement, moi, je pense qu'on devrait spécifier des résultats. Ça devrait être le niveau d'émission sonore, par exemple, ou le niveau d'émission polluante qui est jugé et non pas la technologie utilisée dans le véhicule. Mais bref, on arrive à 2020, et puis là, il y a encore des motoneiges à carburateur qui étaient vendus. Il y avait encore des tonnes de motoneiges 2 temps qui n'étaient pas injection directe qui étaient vendus. On a des manufacturiers qui ferment, là, comme Yamaha, par exemple, qui cesse de produire des motoneiges et qui produisait encore des motoneiges 2 temps à carburateur à ce moment-là, le fameux VK540. Donc, on a voulu forcer le changement. À ma connaissance, il n'y a pas d'actions qui ont été prises pour justement forcer le changement. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Bien, en 2020, ils ont créé une exception. Donc, essentiellement, tous les véhicules hors route, finalement, qui ne sont pas 2 temps injection directe ou 4 temps, sont permis. Fait qu'on a fait une loi pour forcer un changement du marché. La loi a été votée en 2009, applicable en 2020. Donc, 16 ans plus tard, ça ne fonctionne toujours pas. Fait que j'ai peur qu'avec les véhicules hybrides branchables, dans le fond PHEV, comme on ne définit pas quelque chose d'atteignable puis de raisonnable, qui serait de dire oui, les véhicules hybrides branchables sont encore permis, puis peut-être que ça représente une plus faible proportion là, du marché de l'automobile à partir de 2035, de faire quelque chose de réaliste, ou de dire qu'il faut qu'il y ait au moins tant d'autonomie, ou qu'il y ait telle taille de batterie, ou qu'il atteigne tel niveau d'émission, ou peu importe, là, que dans leur cycle, telle mesure de cycle combiné, ils puissent rouler 100% en électrique. Non, on donne rien de ça. On dit ça va être interdit, puis on va arriver en 2035, puis on va réaliser que pour certains marchés ou certains besoins, ça ne fonctionnera pas, là, puis on va juste abandonner. Puis finalement, on va continuer là, de vendre des véhicules thermiques alors qu'on aurait pu essayer de créer un contexte où il y a déjà là, des ventes de véhicules, par exemple PHEV, qui répondent aux besoins qui sont sur le marché. Puis là, de quels besoins je parle? Bien, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui serait un patrouilleur de la Sûreté du Québec, qui travaille, je ne sais pas moi, dans le nord québécois, bien, ça ne fait aucun sens là, de s'attendre à ce qu'il
ils puissent parcourir des centaines et des centaines de kilomètres l'hiver à moins 40 avec un véhicule 100% électrique, alors qu'on s'attend de lui qu'il soit en mesure de protéger la population. Un PHEV, ça permettrait probablement au quotidien de rouler en électrique, d'avoir de l'essence au besoin, surtout que les technologies vont se parfaire d'ici là. Puis il y a toutes sortes d'exemples comme ça, mais bien que ce soit un bon nombre d'exemples spécifiques, la réalité, c'est que ça couvre une petite portion du marché. Puis moi, je pense qu'on pourrait arriver à 2035 puis avoir 5 à 10 % de véhicules PHEV, 90-95 % de véhicules électriques, puis peut-être qu'il y aura certaines petites exceptions où on pourrait vendre là, des véhicules 100% thermiques, mais moi, je pense que ça serait très, 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 très minime. Donc, voilà. C'est un peu, là, pas ma montée de lait, mais je voulais donner l'exemple d'Edison Motors parce que je pense qu'il faut que les bottines suivent les babines. Si on veut aller plus loin dans l'électrification des transports, il faut qu'on rende ça simple. Il faut que ça soit vraiment simple. D'ailleurs, moi et Alexandre, on militerait là, pour que, ou du moins moi, peut-être moi et Alexandre, on permette au Canada de vendre des véhicules électriques qui sont homologués sur d'autres marchés. Bon, bien sûr, il y a le cas spécifique de la Chine, puis je ne me prononcerai pas là-dessus aujourd'hui. Je ne pense pas nécessairement que ce soit une bonne chose d'ouvrir les vannes pour les véhicules électriques chinois au Canada, mais il y a bon nombre de véhicules électriques qui sont vendus en Europe, qui sont homologués pour être utilisés en Europe et auxquels nous, on n'a pas accès ici. Des véhicules même des fois fabriqués par des constructeurs qui sont présents ici, d'autres non. La fameuse Renault 5 électrique, par exemple. Bien, pourquoi on ne permettrait pas juste par équivalence de dire un véhicule qui est électrique, qui est homologué, par exemple, pour le marché européen ou pour X marché, peut être vendu au Canada. En plus, dans notre contexte là, de guerre tarifaire, ça permettrait de faire venir des véhicules électriques ici en plus grand nombre et qui ne sont pas tarifés. Et donc, de nous affranchir là, un peu là, de certaines des problématiques commerciales qu'on vit actuellement. Fait que c'était ça ma proposition. C'est un petit vlog là, qu'on a fait aujourd'hui. Fait que c'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.